Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team de Zéro. Avec vous, comme d'habitude, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux acolytes. Je suis accompagné d'un docteur, le seul docteur au monde qui est beaucoup plus passionné par le football que par la médecine. Salut, docteur B. Bonsoir la team 2-0, bonsoir à Francis, bonsoir à Joy. Ravi de vous retrouver comme toujours. Alors j'espère qu'on fera un grand débat. Super. À côté de Dr B, je suis accompagné de Steve Joy, un très grand attaquant, mais c'est le premier attaquant qui est beaucoup plus intéressé par la danse que par le football. Salut Joy. Salut Francis, salut à Brice et salut à toute la team de Zéro. Ravi encore d'être avec vous ce soir. D'accord. Alors les amis, j'ai une question pour vous. Une question qui est difficile à répondre. Il y a des entraîneurs qui ont fait plusieurs records dans leur carrière, mais selon vous, quel est le record le plus difficile à battre? Vous avez Carlo Ancelotti qui a remporté 5 Ligues des Champions et qui a remporté 5 titres avec les principaux dans les 5 principaux championnats du monde, à savoir la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga, la Première Ligue et la Serie A. Vous avez Sir Alex Ferguson qui a remporté 13 Premières Ligues. Ce championnat est considéré comme le championnat le plus difficile. Alex Ferguson en a 13. Vous avez Pep Guardiola qui a remporté 4 Premières Ligues consécutives avec Manchester City. C'est le seul entraîneur à l'avoir réalisé. Voilà, donc quand on sait la difficulté de la Première Ligue, encore plus ces récentes années, gagner 4 Premières Ligues consécutives, c'est pas évident. Vous avez Xabi Alonso qui a remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne et qui a fait 51 matchs consécutifs sans défaite. Et enfin, vous avez Zidane qui a enchaîné 3 Ligues des Champions consécutives. Et vous avez José Mourinho qui a fait 9 ans d'invincibilité à domicile. Selon vous, lequel de ces 6 entraîneurs a le record le plus difficile à battre? D'accord, bon pour moi je pars direct sur le record de José Mourinho. Je pense que voilà, c'est près d'une décennie quand même sans défaite à domicile, c'est lourd. Dans la mesure où pour moi, je pense que les records des autres, qui ne sont bien sûr pas négligeables, mais je crois que c'est... je crois que c'est battable. Les records sont de toute façon faits pour être battus, mais je pense que celui-là, il est plus difficile. Si je retiens un record comme celui de Xabi Alonso, je pense que voilà, si tu tombes sur une belle équipe avec une génération dorée, c'est parfaitement possible. Une 50aine de matchs sans défaite. Je pense que c'est pareil que celui de Carlo Ancelotti. Voilà, si tu es un entraîneur qui est plutôt fan des déménagements, je crois que c'est possible. Voilà, celui de Ferguson aussi, il est dur à aller chercher, mais si je pars sur un entraîneur comme Pep Guardiola qui a déjà enchaîné 4 Premières Ligues, voilà, s'il décide de définitivement s'installer en Première Ligue, je crois que c'est faisable. Donc, après, tu as d'autres records comme, je sais pas si je me rappelle de tous. En tout cas, c'est celui de Mourinho qui me paraît le plus difficile à battre. D'accord. Stevie? Ouais, je pense que j'irai aussi dans ce sens-là. Je mettrais aussi à côté peut-être le record de Xabi Alonso qui aussi dans ce football moderne faire je sais pas, franchement toute une saison invaincu. C'est quand même à saluer. Mais Mourinho quand même à domicile pendant 9 ans non, je pense que oui, Mourinho quand même c'est fort. Ce record-là sera difficile à battre. Parce que déjà il faut déjà avoir la régularité là, avoir surtout des bonnes équipes à certains moments, et ça aussi c'est pas très facile à avoir. Donc je me pencherai aussi beaucoup plus sur le record de Mourinho. D'accord. Alors, dites-nous dans les commentaires, selon vous, quel record est le plus difficile à battre? Est-ce que ce sont les 3 Ligues des Champions consécutives remportées par Zidane? Est-ce que ce sont les 9 ans d'invincibilité à domicile de José Mourinho? Est-ce que ce sont les 5 Ligues des Champions remportées par Carlo Ancelotti?
Est-ce que ce sont les 13 premières ligues remportées par Alex Ferguson? Est-ce que ce sont les 4 premières ligues consécutives remportées par Pep Guardiola? Ou alors, est-ce que c'est les 51 matchs d'invincibilité de Xabi Alonso? Quel est le record, selon vous, qui vous semble le plus difficile à remporter? Donc là, on va passer directement au sommaire. Au sommaire de cette émission, nous allons revenir quelques instants sur l'actu foot, sur l'actualité du football cette semaine. Par la suite, nous allons revenir sur du tirage au sort de la Ligue des Champions. Et enfin, nous allons nous projeter justement sur la nouvelle compétition de la Ligue des Champions pour la saison 2025-2026. Vous êtes prêts, les gars? Let's go. Alors, on parle de José Mourinho. Malheureusement pour lui, le club turc du Fenerbahçe, dont il est l'entraîneur, s'est vu éliminé par le premier club coaché par José Mourinho, à savoir le Benfica Lisbonne. Stevie, selon toi, est-ce que cette élimination du Fenerbahçe acte le fait que désormais José Mourinho est un entraîneur du passé? Ouais, bah, on peut pas aussi dire entraîneur du passé, vu aussi qu'il entraîne le Fener, parce que on va pas se mentir, le Fener aussi, ça fait même avant qu'il ne rejoigne Fenerbahçe, il n'était plus ce club-là qui se battait tout le temps pour l'Europe. Donc c'était difficile, oui. Il a pris un challenge et bah il continue à se battre pour pouvoir réaliser ses objectifs. Mais bon, c'est un entraîneur de l'ancienne génération, ça c'est clair, avec un football toujours, on va dire, ancien et pratiquement obsolète par rapport au football de maintenant. Mais bon, on peut pas encore l'enterrer. Ça reste quand même José Mourinho. Alors, Dr B, ça fait 2 années consécutives où le Fenerbahçe de José Mourinho est éliminé pour la phase de poule de Ligue des Champions. L'année dernière, ils ont été éliminés par le Lille de Pep Genesio. Voilà. Et cette saison, ils ont été éliminés par Benfica. Est-ce que selon toi, ça montre les limites du football prôné par José Mourinho, The Special One? Bah, non, je dirais bien sûr que non. Je crois que Fenerbahçe est à son niveau, hein. Ce qu'il faut voir aussi avec l'effectif avec lequel Mourinho essaye de composer, je pense que c'est leur niveau. Ça fait plusieurs saisons qu'ils sont deuxième de la Super League turque, derrière Galatasaray. Je pense même niveau investissement, Galatasaray met le paquet. Donc, moi, je ne pense pas que José, non, il nous a fait trop vibrer pour l'admettre. Il ne pourrait pas être obsolète. Je suis désolé. Je crois que c'est leur niveau. Et en plus, ils tombent. Les équipes que tu cites, c'est les équipes qui sont vraiment au-dessus de Galatasaray, de Fenerbahçe, pardon. Quand ils tombent sur un Lille, c'est vraiment pas le même niveau, ou sur un Benfica. Je crois que l'exploit aurait été que Fenerbahçe se qualifie pour la C1. Donc moi, je pense qu'ils sont simplement à leur niveau. D'accord. Alors, un autre entraîneur qui est en difficulté, il s'agit de Ruben Amorim, l'entraîneur de Manchester United, qui s'est vu éliminé par un club de 4e division en Cup. Amorim, c'est le 30e match consécutif. Sur les 30 derniers matchs, Manchester United, c'est 15 défaites, 8 matchs nuls et 7 victoires. Stevie, est-ce que tu penses que il est temps de dire à Maureen au revoir? Pour ma part, non, je ne pense pas encore. Je pense qu'on peut encore lui laisser déjà cette saison. Là, il a vraiment formé son équipe. Il a voulu des joueurs, on les a achetés pour lui. Donc, il a cette saison pour montrer que bah c'est un coach sur qui il faut compter, il faut mettre une pièce sur lui. Donc, avec son effectif là, il n'aura plus Excuse. d'excuses pour dire que ça ou ça va marcher ou pas. Donc, je pense que on pourra encore lui laisser du temps de travailler réellement ce début de saison. On va le voir et voir comment ça va se terminer. Et vu qu'il ne joue aucune compétition européenne, il aura encore beaucoup plus de temps pour faire quelque chose de bien avec United. D'accord. Docteur B, quand on a vu, lorsqu'on jette un regard sur le mercato
de Man United, à savoir l'arrivée de Bryan Mbeumo, de Sesko ou encore de Matheus Cunha. Lorsqu'on voyait ce mercato, est-ce qu'on pouvait s'imaginer que Man United pouvait se faire éliminer par un club de D4? Bah, bien sûr que c'était impensable. Mais ce club, honnêtement, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une composante qui marche pas dans ce club. Je veux dire, je pourrais pas dissocier le niveau des joueurs de celui de l'entraîneur parce que à un moment, la saison dernière, c'était Amorim. On se disait bien qu'il fallait que les joueurs élèvent un peu leur niveau. Mais moi, je me demande si l'entraîneur n'est pas concerné par cette assertion-là. C'est que c'est vraiment chaud, là. Moi, je pense en tout cas qu'il grille ses cartes de plus en plus. Je ne pense pas que parce que les clubs comme Manchester United, c'est pas des clubs qui te donnent un large temps de prouver. Je crois qu'il n'aura pas toute la saison s'il continue comme ça. Je crois qu'on va lui accorder le bénéfice du doute jusqu'à la moitié de la saison au pire des cas. Mais là, franchement, s'il continue comme ça, ce sera vraiment pas l'homme de la situation. En tout cas, le réveil de Manchester ne passera pas par lui. J'en viens à me demander s'il ne faut pas un coach un peu plus expérimenté que ça. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui marche pas dans ce club. Je crois que c'est un peu plus que le football. C'est compliqué à expliquer, vraiment. En plus de cela, étant donné que le mercato tire à sa fin, je ne sais pas si un autre coach avec les joueurs choisis par Mourinho pourra changer la donne. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que sur les 3 premiers matchs de Man United cette saison, c'est une défaite, un match nul et une élimination contre un club de D4. Stevie, celui qui cristallise malheureusement cette défaite, c'est le gardien d'Alliance Indomptable du Cameroun, André Onana. Est-ce que tu estimes que, comment je peux dire, la déferlante médiatique contre lui est injuste? Ou alors, selon toi, elle est justifiée? En fait, on va pas se mentir, c'est le monde du football. Le football, il est fait ainsi. Lorsque tu es à ton top niveau, bah, on t'adule, on te jette des fleurs, on te hisse comme un emblème. Et lorsque c'est un peu moins bien, bah, on se rue sur toi. Donc, c'est la triste loi du sport. André Onana, c'est vrai que ces derniers temps, il est moins performant qu'auparavant. Et c'est à lui, c'est à lui de montrer qu'il peut se relever parce que parler, bah, ça n'apportera rien. C'est sur le terrain qu'on veut voir que bah, ce que tu dis, tu souhaites être titulaire, bah, fais tes preuves. Montre à ton entraîneur que bah, tu es meilleur que ton concurrent et tu vas jouer. Donc, je crois que bah, les clés sont entre ses mains. Parce s'il continue avec ce genre de performance, on va l'oublier comme, je vais te prendre un exemple comme par exemple Karius, qui était, qui était un gardien qui était en train de monter avec Liverpool. Et après, c'est Bordeaux en finale de Ligue des Champions, bah, on l'a oublié. Donc, c'est la triste loi du sport. Bon, à lui de montrer qu'il est un grand gardien. Un autre lion indomptable qui est passé par tous les chemins dans ce match, c'est Bryan Mbeumo, qui est entré et qui a réussi à inscrire son premier but avec les Diables Rouges, mais malheureusement, lors de la séance de tir au but, il a malencontreusement raté son second tir au but parce que le premier, il avait inscrit et le second, il a raté. Dr B, est-ce qu'on peut dire que l'entrée en liste, les premiers pas de Bryan Mbeumo à Man United sont pour l'instant mitigés? Bon, mitigé, c'est un bien grand mot. Je pense il faut lui laisser un peu plus de temps. C'est vrai qu'il sort d'un club de première ligue, à savoir Brentford. Donc, normalement, il est censé être habitué à la première ligue. Mais voilà, ça reste de nouveaux joueurs. Manchester a complètement refait son attaque. Donc, il y a des automatismes qui doivent suivre. Voilà, d'entrée de jeu, il était même pas titulaire. Il entre, il marque le but, l'un des buts les plus importants qui permet à Manchester d'égaliser vers la fin du match. Donc, voilà, il a ouvert son compteur. C'est vrai que son deuxième tir au but est manqué. Mais je pense que on peut s'attendre à à un autre visage, de la part de Bryan Mbeumo. C'est normalement le deuxième penalty qui manque de sa carrière. Donc, en principe, c'est un excellent tireur de penalty. Donc voilà, je crois en tout cas en ce il pourra mieux faire en première ligue.
Donc, je pense il a juste besoin d'un peu plus de temps et surtout de la confiance de la part de ses coéquipiers. Donc, j'ai l'impression qu'il bénéficie. Donc, je pense que la machine va prendre. D'accord. Alors, un autre joueur et un autre club qui est passé par multiples épisodes dans la série Rabiot à l'Olympique de Marseille, Stevie. Lors de la précédente émission, on a parlé de la décision de l'Olympique de Marseille de l'écarter et de le mettre dans la liste des transferts. Sauf que rebondissement, l'entraîneur des Herbis a émis le souhait que Rabiot puisse revenir dans le groupe, sachant que ce sont les joueurs qui ont émis ce souhait auprès de leur entraîneur. Et là, l'institution de Marseille, qui était défendue par Longoria ainsi que Mehdi Benassia, estime que c'est à Rabiot de présenter ses excuses. Quel est ton regard, Stevie, sur cette volte-face du bord de l'Olympique de Marseille par rapport à Rabiot? Déjà, je pense que vu qu'ils ont voulu le vendre, ils ont un peu tâté le terrain sur le marché. Ils ont vu que bah il était à peu près indésirable un peu partout. Donc, vu que vous avez un tel joueur, on sait, on connaît sa qualité technique, on connaît ce qu'il peut apporter à cet effectif de Marseille. Bah, vu que vous ne pouvez pas le vendre, la meilleure solution, c'est de réessayer de l'intégrer dans l'équipe parce que même s'il a un comportement, on va dire, un peu limite, bah, ça reste un bon joueur de football. Donc, ils ont besoin de ce genre de joueurs pour les compétitions, surtout la Ligue des Champions. Donc, je pense que c'est normal qu'ils aient fait ce genre de volte-face. Et, et vraiment, Adrien Rabiot, lui aussi, pour pouvoir recommencer à jouer au football, bah, il sera obligé, en quelque sorte, de planter ses excuses. Donc, ça sera un peu du 50-50. Donc, Marseille ne va pas totalement perdre la face et Adrien Rabiot va aussi conserver un peu de on va dire, de son autorité. D'accord. Docteur B, que penses-tu de l'actualité d'Adrien Rabiot, qui, je reprécise, a malheureusement s'est battu contre son coéquipier Jonathan Rowe. Le club a suspendu les deux joueurs. Par la suite, les deux joueurs ont été mis sur la liste des transferts. Mehdi Benassia, Pablo Longoria ainsi que le coach ont dit que la violence était inouïe, voilà, par rapport au comportement de Rabiot. Par la suite, la mère de Rabiot est montée au créneau pour défendre son fils. Et directement après la victoire de Marseille contre le club du Paris FC, le coach des Herbiers est revenu dessus en disant que il a conseillé Adrien Rabiot et qu'il attend de Rabiot une certaine attitude pour qu'il puisse revenir dans le vestiaire, alors que le club avait déjà décidé qu'il est sur la liste des transferts et qu'il ne reviendra pas. Quelle est ton impression par rapport à cette histoire? Bon, moi, je pense que je vais être un peu à l'opposé de ce que mon ami Steve a énoncé tout à l'heure. Pour moi, franchement, je pense que cette volte-face, si j'étais un supporter de l'OM, et heureusement que je ne le suis pas, je me serais un peu senti trahi. Parce que quand les dirigeants de l'équipe montent au créneau et nous parlent de violence inouïe, Mhm. jamais vu dans un vestiaire, dans le monde du football professionnel, c'est franchement pour faire marche arrière à ce niveau, c'est tout simplement lunaire. Pour moi, le club, il a complètement perdu la face s'il est réintégré parce que je crois que c'est toujours pas décidé. Parce qu'à un moment, je suis d'accord avec les décisions prises par le club, mettre en vente les deux joueurs, bien qu'elles soient assez fortes. Pour moi, c'est pousser le bouchon un peu trop loin. Mais une fois que tu prends ces décisions, faire marche arrière, pour moi, c'est parce que si ça arrive prochainement avec d'autres joueurs, où sera passée la jurisprudence dans ce cas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabiot, vu qu'il a fait une saison exceptionnelle, c'est-à-dire, il jouit de tous les avantages nécessaires. Il est intouchable sur le plan juridique parce que ce qu'ils ont fait, c'est quand même grave. Ça, vous n'allez pas l'empêcher. Ça a été vu et su par tout le monde. C'était public. Donc, pour moi, ils auraient pas dû aller jusque-là dès le départ. Et une fois que ça a été fait, ils auraient pas dû rebourser chemin. En tout cas, je sais pas si c'est définitivement ils l'ont fait. Mais pour moi, franchement, d'autant plus que Jonathan Rowe est déjà parti. Pour moi, Adrien Rabiot, bah, ils auraient dû s'en passer. C'est clair qu'il serait difficile à remplacer.
au vu de la fermeture du mercato. Je pense que ça ferme dans 3 jours, si je me trompe pas. C'est compliqué à remplacer un joueur d'une aussi grande importance. Je peux comprendre ça sur le plan sportif. Mais franchement, je pense que sur le plan médiatique, ça va traîner le club de l'Olympique de Marseille pendant toute la saison. C'est vraiment compliqué. D'accord. Moi, Et personnellement, en je plus, pense que... en plus Oui, pour, vas-y. en plus pour enchérir, je commence à penser vraiment que Zlatan Ibrahimovic avait raison quand il disait que les nouveaux parents agents sont venus détruire l'univers du football, notamment la mère de Rabiot, les parents d'Mbappé, et ça se voit avec de plus en plus de parents de joueurs qui sont qui sont leurs agents. Au moindre problème, ils font des sorties médiatiques parce que si la mère d'Adrien Rabiot ne montre pas au créneau, l'affaire, elle est facilement réglable, qu'on soit d'accord. Parce que pour moi, sa sortie n'a fait qu'envenimer la chose. Elle a tiré sur tout le monde, sur le coach, sur le directeur sportif, sur le président, mais c'est parti dans tous les sens. D'accord. Moi, personnellement, je ne partage pas ce point de vue. Il faut savoir que la mère de Rabiot, lorsqu'elle a pris la parole, elle a pris la parole parce que l'Olympique de Marseille a fait savoir à Rabiot le lundi après le week-end passé, le week-end qui a suivi leur match contre Rennes. Ils ont fait comprendre à Rabiot qu'il sera mis sur la liste du transfert. Elle a trouvé ça un peu incroyable. Et pour ma part, depuis le départ, c'est Marseille qui a tort. Pour moi, les bagarres, les problèmes entre les joueurs, dans tous les vestiaires, il y en a, c'est foisant. Et jamais on a vu un joueur qui a été mis sur la liste des transferts pour un problème de bagarre. Et le fait, je trouve que le club est très vite monté au créneau, a très vite commencé à dire que Rabiot sera mis sur la liste des transferts sans essayer de vérifier qu'ils auront la capacité de pouvoir pallier à son départ. Et maintenant qu'il se retrouve au pied du mur, on a vu avec ce qui s'est passé avec Dani Ceballos, qui au dernier moment s'est rendu compte que tu peux pas quitter du Real Madrid pour aller à l'Olympique de Marseille. Voilà. Et ils se sont rendus compte de la difficulté. Et le fait pour moi que les joueurs en plus ce sont les joueurs qui sont venus voir le coach pour essayer de faire comprendre au coach que Rabiot devait revenir. Pour moi, ça montre à quel point même les joueurs sont solidaires de leurs coéquipiers parce que généralement, dans les vestiaires, il y a ce genre de difficultés. Comme Sami Nasri l'avait dit, les coéquipiers ne sont pas des amis, tout le monde veut gagner sa place et on connaît plutôt les règles du jeu. Donc, se faire exclure alors que tu es l'un des meilleurs joueurs de ton club, tu as baissé ton salaire pour venir dans ce club-là pour une histoire de bagarre, je pense que l'Olympique de Marseille allait un petit peu trop loin et là, ils ont juste le revers de la médaille. Bon, on va pas passer trop longtemps sur ce sujet-là. On verra comment l'Olympique de Marseille va se comporter. Déjà, il faut déjà qu'ils réussissent à passer ce qui les attend en Ligue des Champions. Donc là, on va passer directement au tirage au sort de la Ligue des Champions. La nouvelle formule de la Ligue des Champions nous a réservé une fois de plus des confrontations qui s'avèrent alléchantes. Stevie, déjà, quelle est ta première impression sur le tirage au sort qui s'est déroulé aujourd'hui? D'accord. Déjà, on va bien déguster comme d'habitude parce que dès les premiers matchs, on aura des grosses rencontres. Euh, on va voir des équipes comme Paris ou bien Madrid ou Barcelone rencontrer de belles équipes. Donc, je pense que dès le premier match, tout le monde sera sérieux et on va vraiment avoir du beau spectacle. Donc, j'espère qu'on aura du beau spectacle et que tout se passe bien à notre faveur, bien sûr. D'accord. Docteur B, de ton côté, quelle est ta première impression sur le tirage au sort qui s'est déroulé? Bah, j'ai hâte. Là, je crois que l'UEFA a bien tenu son pari. Je crois que c'était l'objectif de passer à 32 équipes et surtout d'adopter ce format-là. L'objectif était clair d'avoir les affiches alléchantes. Voilà, d'avoir plus d'affiches alléchantes dès la phase des poules. Je crois que le pari il est tenu. On a juste hâte, juste à voir le calendrier. Bah, surtout quand on a le match de l'année, tant attendu entre Barcelone et le PSG. On veut enfin savoir, on veut enfin savoir quelle sera la meilleure équipe. En tout cas, je ne sais pas encore si le match se tiendra en 2025 ou ce sera pendant après voilà, où ça sera en 2026. Je veux dire vers la janvier, février.
En tout cas, ça se tient en 2025. On a enfin hâte de savoir quelle aurait été la meilleure équipe de cette année-là. D'accord. Alors, moi, de mon côté, je suis un peu gêné par cette formule. Je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante, mais je trouve qu'il devrait trouver beaucoup plus de moyens pour éviter des affiches de manière redondante. Quand je prends par exemple le cas du groupe du Real Madrid, j'ai l'impression que désormais chaque année le Real Madrid doit affronter City ou Liverpool. C'est devenu une habitude. Ce sont presque tout le temps les mêmes confrontations. C'est pas que la confrontation, les confrontations me dérangent, mais ce sont des confrontations que j'estime qui doivent se dérouler pendant les phases d'élimination directe. Les voir directement vers les phases de poule, je ne dis pas que c'est pas intéressant, mais je trouve que ils auraient pu trouver un moyen de rendre ça beaucoup plus intéressant. Je trouve qu'il y a des groupes déséquilibrés. Quand je prends par exemple le groupe du Barça, le Barça, je suis désolé, ils ont un groupe quand même assez homogène. À part le Paris Saint-Germain, le reste des équipes et Chelsea, le reste des équipes qu'ils ont affrontées, c'est quand même étonnant. Vous avez du Bruges, vous avez du Newcastle, vous avez de l'Olympiakos. Je trouve que le groupe du Barça, il y a des équipes qui ont des groupes très simples, d'autres équipes ont des groupes compliqués. Je prends le cas du groupe du PSG, c'est quand même le champion en titre, mais ils vont affronter le FC Barcelone, le Bayern de Munich, Newcastle, Bruges, Tottenham, Atalanta Bergame. Je trouve que Atlético Bilbao, le groupe du PSG, c'est un groupe qui est très difficile. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de logique. Je veux comprendre bien que c'est une machine qui gère, comment je peux dire, le tirage au sort, mais je trouve que d'un groupe à l'autre, d'un favori à un autre, il y a des favoris qui s'en sont mieux tirés que d'autres. Je trouve sincèrement que le groupe du Paris Saint-Germain, c'est un groupe hyper difficile. C'est un groupe vraiment hyper difficile, comme l'année dernière. Le groupe du Real Madrid, voilà, c'est un groupe hyper difficile parce que le Real Madrid, ils vont jouer Liverpool, ils vont jouer City, ils vont jouer Benfica, ils vont jouer la Juve. Bon, Marseille, Monaco, ça peut encore aller, mais il y a quand même quatre équipes assez difficiles à battre. Donc, c'est juste le point qui me dérange. Je trouve qu'il y a trop d'une grosse équipe à une autre. Je trouve que c'est pas proportionnel. Par exemple, le groupe du Paris Saint-Germain, je suis désolé, c'est un groupe qui est super difficile. Ça me donne l'impression que l'UEFA a tout fait pour nuire au Paris Saint-Germain. Le groupe du Real Madrid, comme chaque année, c'est un groupe hyper difficile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je trouve qu'il y a trop de matchs qui sont redondants. Il y a trop d'affiches qu'on a déjà vues. Le Liverpool-Real, on l'a vu. Le Bayern Munich-PSG, on l'a vu l'année dernière. Le Real Madrid-City, depuis 5 ans, chaque 6 ans maintenant, chaque année, il y a un Real City. Je trouve que c'est assez redondant. Je ne sais pas quel est votre regard par rapport à mon propos, Stevie. Après, c'est redondant, ça, on peut pas faire grand-chose parce que ces grandes équipes, bah, tôt ou tard, se rencontrent toujours. Et bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, vu la nouvelle formule encore cette formule fait à ce que bah, il y a au moins deux ou trois chocs par groupe. Donc, quand on parle de gros chocs, c'est tellement sur les grosses équipes. Donc, tu auras du Liverpool, du Bayern, du Barça, du Paris, du Real et j'en passe, du City. Donc, forcément, dans cette configuration-ci, bah, on aura toujours ces gros matchs. Moi, je trouve plutôt même que ces gros matchs-là te préparent déjà à une suite, je veux dire, une suite peut-être encore plus palpitante parce que vu que on va voir les premiers matchs, on va voir que bah, cette équipe a dominé celle-ci ou l'autre. Et peut-être s'ils se retrouvent dans des demi-finales, quarts de finale, je sais pas, il y aura une tension supplémentaire et je pense que le spectacle sera encore meilleur pour ma part. D'accord, c'est vrai qu'ils ont privilégié le spectacle, et ça, on peut le comprendre, mais je reviens encore sur le groupe du Paris Saint-Germain. Quand tu es quand même champion de titre, le PSG va recevoir à domicile le Bayern de Munich, l'Atalanta Bergame, l'Espèce de Tottenham et Newcastle. Et ils vont se déplacer à Barcelone, à Leverkusen, à Lisbonne pour jouer le Sporting Lisbonne
et l'Atlético Bilbao. Je suis désolé, mais Dr B, le groupe du Paris Saint-Germain, franchement, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin du groupe de la mort. Ah oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je vais m'être plus affirmatif. Je pense que c'est clairement le groupe de la mort, hein. Euh, Mais bon, on va pas s'en plaindre parce que franchement, quand tu es le Paris Saint-Germain, champion en titre, et que tu reviens en Ligue des Champions, voilà, si tu as l'intention de la regagner, bah, tu dois t'attendre à affronter les meilleurs. Malheureusement pour nous, parce que je suis supporter parisien, afin que nul n'en ignore, je le clame haut et fort. Je crois que c'est un groupe assez relevé et au vu de la saison dernière, j'ai juste peur que la fatigue ne prenne pas le dessus au moment de la saison. En tout cas, je ne vois aucune petite équipe dans ce groupe-là. C'est assez compliqué, voilà, mais on a le malheur d'être tombé là-dessus. Mais bon, je m'en plains pas. J'ai confiance au PSG. Ça aurait pu être n'importe qui. Maintenant, affirmer que l'UEFA a voulu nous mettre les bâtons dans les roues, voilà, ce ne serait pas intelligent de le faire sans preuve. Donc, on va pas s'en plaindre. Comme le président Nasser l'a dit, si tu joues la Ligue des Champions, voilà, tu dois t'attendre à affronter les meilleures équipes. Je suis parfaitement d'accord avec toi que c'est vrai qu'il y a certains matchs qui donnent une certaine saveur à la compétition quand on les rencontre, quand on les retrouve à partir d'un certain moment de la compétition. Je veux dire, à partir de la phase à élimination directe, quand tu tombes sur un Real Liverpool, un Paris-Bayern. Voilà, c'est des affiches qui sont plus alléchantes. Un Paris-Barcelone en huitième ou en quart ou en demi. C'est littéralement des finales qu'on joue dès la phase de poule. En tout cas, c'est pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Et je crois que peut-être l'UEFA, voilà, c'est une nouvelle version. Ça ne sera que la deuxième année. Je pense que l'UEFA va peut-être trouver des voies et moyens pour essayer de pallier à ce petit hic-là. Je le considère comme un hic. Donc, pour te dire, je partage ton avis. D'accord. Par contre, s'il y a une équipe qui sent la 30e place ou l'élimination, c'est l'Olympique de Marseille. Parce que franchement, alors l'OM va affronter, ils vont recevoir les Reds de Liverpool. Bonne chance à eux. L'Atalanta Bergame qui les avait battus 3-0, l'Ajax Amsterdam et Newcastle. Ça va rappeler 2004, Marseille contre Newcastle avec le doublé de Drogba. Ils vont aller au Santiago Bernabéu contre le Real Madrid. Ils vont aller au niveau de Bruges, de Lisbonne et je ne sais pas quel est le dernier club contre lequel ils vont jouer. Bref, quoi qu'il en soit, L'Ajax. non, j'ai déjà cité l'Ajax. Il y a un autre club contre lequel ils vont jouer. J'arrive Ah, pas à... Union Saint-Gilloise. Union Saint-Gilloise, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, je ne sais pas si Marseille va s'en sortir, mais ça sent l'élimination, Stevie. Bah, ils vont. Bon, on ne sait pas aussi, parce que on Parce que peut pour, dire des parce que étranges que pour te Liverpool. relancer, l'un des clubs contre lequel Kiki de Bondy est le plus nerveux, c'est l'Olympique de Marseille. Ouais, effectivement, bah, vu il a eu tellement de Paris-Marseille, il a joué, donc il connaît quand même faire du mal à Marseille. Mais je pense que bah, Marseille pourra s'en sortir après peut-être avoir rencontré on va dire les gros, je peux dire déjà Liverpool ou Real Madrid et peut-être Newcastle, parce que je pense qu'avec le reste des équipes, ils ont pratiquement le même niveau. Donc, ça va dépendre, ça va se jouer sur des détails. Donc, bon, les supporters marseillais, je pense ils ont confiance en leur équipe. Donc, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, de mon côté, je tiens à préciser que les matchs ne sont plus en aller-retour. Quand je vois ce qu'ils vont jouer à domicile, à savoir Liverpool, l'Atalanta Bergame, l'Ajax et Newcastle, moi je vois juste deux victoires possibles. C'est contre l'Union Saint-Gilloise et le Sporting Lisbonne éventuellement. Et sachant que ce sont des matchs à l'extérieur, en tout cas, bonne chance à eux. Dites-nous dans les commentaires, mes chers amis, quel est votre regard sur le tirage au sort de la Ligue des Champions? Est-ce que vous avez hâte de voir les différents matchs qui vont se dérouler ou alors certaines affiches qui sont redondantes
comme les Real Liverpool, les Real City ou encore les Paris Saint-Germain Bayern de Munich, vous estimez que c'est un peu trop redondant dès la phase de poule.